Bonjour, bienvenue sur la construction du réseau de Wissenheim et de son extension, prévue initialement par Marklin et Trix pour le 4e trimestre 2023. Aujourd'hui, on va parler de la 241A004 qui est disponible bien plus tôt que prévu. C'est avec une grande surprise que fin mai 2023, la locomotive est sortie. Alors, avant de vous faire un unboxing de la locomotive et puis vous montrer comment elle a été réalisée et comment elle se porte et comment elle se comporte sur le réseau de Wissenheim, je voulais faire avec vous une petite revue de détail sur cette locomotive qui reproduit l'exemplaire numéro 4 d'une série fabriquée pour les chemins de fer de l'Est, notamment par les ateliers de Fifkai dans le nord de la France, et donc revenir un petit peu avec vous autour des caractéristiques remarquables de cette locomotive. En effet, c'est très intéressant parce que c'est d'abord une Mountain avec une distribution Walschaert qui développe une puissance assez phénoménale pour l'époque de 3700 chevaux. Cette locomotive, qui a donc deux essieux porteur à l'avant, 4 essieux moteurs qui constituent la force développée de la locomotive et un essieu porteur à l'arrière, porte donc la classification 241 dit Mountain. C'est bien joli tout ça, mais revenons un petit peu sur l'historique des locomotives et des grandes roues. La 241A est une locomotive qui a été produite à l'Est, et c'est aussi pour ça que j'ai décidé de l'avoir sur le réseau de Wissenheim. Fait intéressant, cette locomotive, dont le premier exemplaire portait le numéro 41001, est la première Mountain fabriquée en Europe. Et il faut dire que quand elle a été mise en circulation, pendant ses essais, son résultat et sa performance n'ont pas donné entière satisfaction. En effet, la 241A souffre de problèmes structurels importants. Son timbrage théorique ne lui permet pas de développer une puissance suffisante, et au regard des locomotives de l'époque, ses performances étaient vraiment très décevantes. Il fut donc décidé de revoir un petit peu la copie, et ce prototype, la 41001, a subi de lourdes modifications. Il est à noter aussi qu'un ingénieur célèbre du chemin de fer a mis ses pattes dedans pour en améliorer sensiblement les performances. En janvier 1925, la compagnie de l'Est sortait des ateliers d'Épernay la locomotive de grande vitesse du type 241, c'est une locomotive Compound, qui était initialement timbrée à 16 bars. Et bon, effectivement, son faible timbrage limitait fortement sa puissance à 1144 chevaux à 100 km/h. Alors effectivement, doté d'un moteur Compound à 4 cylindres, du type du Bousquet. La 241A est dotée aussi d'un foyer de type Belpaire. Alors, toutes ces informations, c'est bien gentil, mais va-t-elle devenir une série? Alors effectivement, elle va devenir une série importante pour l'Est, parce qu'elle va permettre d'être une locomotive dédiée notamment au transport des passagers et des express dits lourds. Alors, pour pouvoir faire rouler cette locomotive de façon satisfaisante, il va y avoir toute une série de modifications qui vont être faites entre 1933 et 1948. En effet, il va y avoir la refonte du circuit de vapeur, l'augmentation de la lumière des cylindres haute pression, le remplacement de ceux-ci par des structures plus solides en acier, le remplacement des distributeurs basse pression, la réduction des cylindres haute pression en diamètre, le remplacement de l'échappement par un trèfle ACG de type Bourges, la mise en place de réchauffeurs d'eau de type ACFI
pour 28 d'entre elles, la mise en place d'un réchauffeur de type Worthington pour 3 d'entre elles, donc ça c'était vraiment des tests, la mise en place de 2 types d'écrans parfumés, donc les grandes tailles ou les petites. À noter que la 41001, qui donc est exposée actuellement à Mulhouse et préservée, elle a gardé ses petites oreilles, comme on dit. Le renforcement des bielles du mouvement, des mouvements et de la cinématique basse pression, le remplacement du foyer par un foyer en acier soudé et l'application du traitement intégral Harman dès 1941. Ces locomotives sont impressionnantes. On a parlé tout à l'heure du manque de puissance de la chaudière. Cette puissance va être réglée par les modifications effectuées par André Chaplon. On a maintenant, avec le reste de la série, un timbrage à 20 bars et une surface de surchauffe de plus de 70 mètres carrés. C'est une locomotive compound, donc elle a une sonorité très très particulière. C'est pas du tout comme les simples expansions que l'on peut entendre sur les BR50 par exemple. Elle a donc des cylindres haute pression et des cylindres basse pression et un système d'échappement qui va lui permettre de développer au final en ligne une puissance de 3500 chevaux au moment où elle va être utilisée pour l'exploitation des trains lourds, de voyageurs notamment. Sa tare, elle est comprise entre 109 et 115 tonnes. La masse en service entre 120 et 125 tonnes pour une masse adhérente de 78 tonnes. A noter que pendant la guerre, elles vont être utilisées principalement pour les transports de troupes ainsi que le rapatriement des officiers lors de leur permission. Et après la guerre, 4 d'entre elles resteront définitivement en Allemagne et ne retrouveront pas le sol français. C'est le cas notamment de la 241A004 que je vais vous présenter en unboxing aujourd'hui. Cette locomotive et ce choix de numéro par Märklin et Trix peut montrer aussi le fait que les modélistes allemands pourraient potentiellement être intéressés par cette locomotive. Il est à noter donc qu'on a eu 3 versions avant. La 241A001 qui semble-t-il était intéressante, une version verte complètement fantaisiste et cette version A65 qui était en état actuel époque 5. Or, il faut savoir que pendant le processus de rénovation, beaucoup de libertés ont été prises, notamment le rajout d'un cornet d'avertisseur américain, ce qui n'avait rien à faire sur ce genre de locomotive. Qu'est-ce que ça va donner sur les réseaux? Alors, le planning de cette vidéo va être très simple. On va commencer gentiment par un déballage, faire un petit peu un état des lieux. On va regarder ensemble la masse de cette locomotive, les détails. On va faire une petite analyse structurelle de la locomotive. Petites informations glanées ci et là sur la locomotive aussi. Il faut savoir que Märklin aime bien mettre les moteurs dans les chaudières des locomotives. Alors moi je ne suis pas particulièrement fan de ça parce que ça oblige notamment le placement des bandages d'adhérence sur les grandes roues motrices de la locomotive et donc leur remplacement se fait obligatoirement en désassemblant une partie de l'embiellage. Et ça, c'est pas forcément quelque chose de très facile. Alors, normalement, les bandages d'adhérence, ça ne change pas tout le temps, mais je sais par expérience que parfois, on peut avoir de très mauvaises surprises. Donc effectivement, c'est un point, entre guillemets, négatif. Il y a un débat qui secoue énormément le monde du modélisme ferroviaire, notamment en ce qui concerne les locomotives à vapeur, c'est de savoir si, effectivement, on met le moteur dans le tender ou dans le corps de la locomotive. Moi, à titre personnel, je trouve que c'est beaucoup plus simple de le mettre dans le tender. Pourquoi? Parce que ça permet de pouvoir faire une maintenance spécifique des organes de propulsion en simplement désaccouplant le tender de la locomotive.
Par contre, les tenants du réalisme vont vous dire, oui, mais effectivement, la locomotive a vocation à être celle qui tracte. Et donc, par conséquent, le moteur dans la locomotive est plus réaliste. Je suis d'accord, j'entends cet argument, mais le problème, c'est que on est face à des limitations d'échelle qui fait que quand bien même on met le moteur dans le tender, on ne peut pas réellement simuler les avantages dans le moteur, avec le moteur dans la chaudière, les avantages de cette situation. Parce que déjà, la propulsion, elle se fait sur les essieux les plus en arrière par rapport aux pistons qui sont censés entraîner la locomotive. Et donc, l'ensemble des forces se concentrent, des forces de propulsion, donc se concentrent sur les bielles qui sont les bielles les plus en arrière, et donc celles qui sont normalement censées être suiveuses. Et c'est bien ça tout le problème, c'est que normalement, par rapport à un embiellage, les forces viennent de l'avant, viennent des pistons, et entraînent, via notamment les bielles coudées ou bielles excentriques, l'ensemble de la force sur les 4 bielles d'accouplement des 4 essieux moteurs. D'autant plus qu'on a une came intérieure pour les pistons basse pression. Donc, moi, je ne suis pas particulièrement fan de cette proposition que fait Marklin, même si, effectivement, d'un point de vue de réalisme, c'est plus cohérent. L'autre chose que je peux dire en préambule, c'est que Marklin et donc Trix ne préconisent pas de période de rodage dans leur notice. C'est un fait très très curieux. Alors qu'à contrario, il explique bien qu'il faut faire une lubrification du réducteur toutes les 20 heures, et il faut en plus faire une lubrification de tous les organes de roulement, avec donc une graisse beaucoup plus fluide, à peu près toutes les 40 heures. Fait étonnant, Marklin ne parle pas de la lubrification des embiellages, ce qui est très étonnant, parce que les embiellages sont quand même la partie sur une locomotive à vapeur qui peuvent être endommagées si une lubrification correcte n'est pas effectuée. Comment va se comporter cette locomotive sur le réseau de Wessenheim? Donc c'est une grande première, puisque c'est une locomotive donc, de la marque Marklin Trix, et c'est la première que j'ai sur le réseau de Wessenheim. Je suis plutôt habitué à avoir des locomotives de la marque Rocco ou d'autres, notamment un artisan que j'aime beaucoup, que je salue, Yves Marly de la société Est Model. Donc c'est vrai que ça va être une grande première pour moi, et ça va être l'occasion de voir si la réputation de Marklin et de Trix n'est pas usurpée. À noter que c'est une locomotive métallique, c'est-à-dire que sa grande majorité est constituée de métal. Alors c'est des alliages d'Alpax, on va voir ça aussi très très précautionneusement, parce que c'est une locomotive lourde. À noter que cette locomotive comporte pas mal d'options. Déjà, elle est sonorisée. Alors, pour ceux qui me suivent un petit peu depuis pas mal de temps, vous savez que moi je ne suis pas particulièrement fan de la sonorisation dans les locomotives, parce que généralement les haut-parleurs sont démultipliés pour pouvoir essayer d'avoir un son qui soit pas trop ridicule, mais ça manque d'ampleur, ça manque de chaleur, ça manque de rondeur, c'est très très aigu, très très nasillard, et c'est pas forcément super convaincant. Là, Trix a décidé de mettre un gros haut-parleur et de le mettre dans le tender. Du coup, comme le tender n'est pas motorisé, ça laisse de la place pour pouvoir faire une caisse de résonance. Donc on va voir quelle va être la qualité sonore de cette locomotive en comparaison d'autres locomotives vapeur que j'ai sur le réseau qui sont sonorisées, à commencer par la 231E26 qui elle est équipée d'origine. Il faut aussi savoir qu'ils nous ont gratifié la pose d'un fumigène. Alors moi, je ne suis pas forcément non plus super fan de cette option.
Pourquoi? Bah parce que je trouve que ça sert à rien. Et je n'ai jamais été convaincu par le flux, en fait, que sortaient les fumigènes SOT. Voilà, je trouve que c'est une option qui est un peu... voilà, qui fait un peu gadget, et je suis pas particulièrement satisfait, moi, du rendu de ce genre d'option. Mais il faut bien admettre que l'ensemble donne une impression de locomotive haut de gamme. Bon, au prix de 679 € affiché sur le site de Trix, on comprend bien que là, on n'est plus tout à fait dans la cour de l'entrée de gamme. Mais je suis curieux quand même de voir si cette impression se dégage aussi sur le modèle. Ayant eu l'occasion de tester, grâce à l'un des membres de la communauté qui suit la chaîne, une locomotive de chez RE, la 141F, je vais donc pouvoir comparer des locomotives de même génération, parce que bah, finalement, ce sont l'une comme l'autre des locomotives assez récentes en termes de production, en comparaison de mes vénérables 150Z, la 150X et la 150Y, qui de toute façon portent ce même héritage de la part de Rocco, puisque l'ensemble des pièces ont été conçues dans les années 90. Voilà, trêve de blabla, on va maintenant commencer à regarder la bête et voir si elle tient toutes ses promesses. Allons-y. Et il est temps d'ouvrir cette boîte. Comme on peut constater, c'est une boîte qui comporte un fourreau. Alors, je vais un petit peu découvrir le packaging avec vous, parce que effectivement, moi, c'est la première fois que j'ai du matériel Trix entre les mains. Qu'est-ce qu'on peut dire? Bah, jolie boîte, code couleur vert et bande jaune. Et ah là 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 là, du plastique, encore du plastique. Qu'est-ce que c'est que ce packaging? Ah là 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 là. Alors ça a été préparé et testé par Maketis, résultat conforme. Et donc du coup, bah, j'ai pris mon exemplaire chez Maketis. D'une part parce qu'il est, partenaire du projet Nomade. Et puis, bah, j'avais déjà acheté la 72030 chez lui, et quand j'ai eu un petit souci avec le décodeur, le SAV a été très réactif et très prompt. Allez, on va sortir ce truc-là. Bon, bah, c'est à peu près comme la boîte Pico, d'ailleurs. Au fond, on a une notice que j'ai pas sortie, puisque de toute façon, je l'ai pris en PDF. Et puis là, on va commencer à sortir ce bordel. Moi, je n'aime pas ce genre de packaging. Parce que une fois qu'on l'a ouvert, bah c'est bien, mais pour remettre la locomotive, c'est une vraie galère. C'est une vraie galère. Je vais faire un peu de place parce que sinon je vais pas avoir avec tous ces effeuillages. Vraiment, je comprends pas pourquoi ils font des packaging comme ça. C'est vraiment... Mais alors effectivement, en termes de transport, ça sécurise peut-être le modèle, mais encore, bon, ça se discute. Mais alors, en termes de démontage, c'est une horreur. Alors là, vous voyez, il y a la boîte le dessous de la boîte à fumer du cendrier en version vitrine. Donc c'est une pièce qu'on peut démonter pour mettre celle-là à la place, pour avoir le fond en fait du foyer qui soit conforme, alors que la version qui est dans le modèle est creusée pour pouvoir laisser passer et pour pouvoir permettre au bicelle arrière d'avoir un débattement correct. Alors il est marqué dans la notice que quand on met cette pièce-là, voilà. Alors, ensuite, après, on a un petit sachet d'accastillage, d'urite de frein, un truc et compagnie. Ça, c'est le genre de choses que moi, je ne mettrais pas sur Wissenheim en circulation au début, parce que sinon, je vais la retrouver dans l'aspirateur, dans le wagon aspirateur. Voilà, donc là, encore du plastique, toujours du plastique. Ah bah, le plastique, vraiment, moi, ça m'énerve. Et c'est vraiment pas... voilà, c'est une aberration, ce machin. Bon, allez, on met tout ça en place. Et puis, on a un petit morceau de polystyrène.
Pourquoi, on ne sait pas. Mais bon, voilà. Allez, on va ouvrir quand même le packaging pour dévoiler Sa Majesté. Alors, il y a un petit, il y a un petit voile plastique et un petit voile en microfibre. En micro-tissé plutôt, parce que c'est plus du micro-tissé. Et voilà notre magnifique série 13 de l'Est, appelée ensuite à la SNCF 241 A004. Belle machine, belle peinture, elle en impose avant même d'être posée sur le rail. Je suis impressionné en fait par cette locomotive, je trouve qu'il y a un côté très beau finish. Alors je vais la mettre sur le banc de Flashouille Ultimate pour commencer à la mettre en situation et voir un petit peu les proportions. Alors c'est vrai que c'est du code 100, donc c'est moins joli que si ça avait été en code 75, mais bon, peu importe. En tout cas, la locomotive est très jolie. Elle a quand même une masse non négligeable. Et vraiment, moi je suis très impressionné. Je pense que par rapport aux locomotives que j'ai pu avoir en main, elle se place clairement dans le haut du panier. On a un aspect qui est très qualitatif. On a une belle peinture, très homogène, un peu mate. Donc là, il faut effectivement faire attention quand on la manipule, notamment après un graissage. Mais globalement, je trouve qu'on a un ensemble. Je vous montrerai un petit peu après comment elle bouge avec le banc à rouleau. Mais vraiment, c'est assez sympa. Bon, là, je vais me dépatouiller. Je vais essayer de ranger un petit peu tout ce packaging pour faire de la place avant d'entrer dans le vif du sujet au niveau du test. C'est une locomotive qui a une vocation à être puissante. Bon, alors ça se remet comme ça. Je crois qu'on peut réemboîter et remettre dans le fourreau plastique. Ah là là, c'est un peu galère, hein, je vous cacherai pas. Et j'ai hâte de ranger tout ça parce que, encore une fois, hein, ce genre de packaging, une fois qu'on a sorti la locomotive, c'est tellement pénible de la remettre dans son packaging. Je trouve que c'est... à ce niveau-là, moi je préfère de très très loin les packagings de Rocco, qui sont restés sur des packagings traditionnels avec de la mousse photo découpée. C'est quand même beaucoup plus pratique que ce genre de packaging à la con qui en plus risque de très très mal vieillir. Enfin bon, ça c'est aussi un autre problème. Voilà. Alors là, comme je fais le unboxing aussi en dévoilant en live sur le Discord, d'ailleurs je vous invite à vous connecter au Discord de Mu Junction si vous n'y êtes pas encore. Et voilà la bête. Alors là, je vous la bouge un petit peu pour que vous la voyez mieux. Alors, il y a quelques petites choses qui, d'un point de vue aspect extérieur, moi, me font énormément plaisir. C'est du métal. Alors, je ne suis pas sûr que ce soit du full métal, mais voilà, c'est vraiment un modèle qui est très très beau. Mon seul regret, entre guillemets, c'est que c'est une locomotive qui a été conçue pour passer sur du rayon de 421 mm, ce qui pour moi, à mon sens, est quand même une hérésie pour une locomotive à vapeur de cette longueur. Et donc du coup, le débattement sur le quatrième essieu et le troisième essieu, mais particulièrement le troisième essieu, est très important. Donc on a quand même un jeu au niveau des embielages, et notamment au niveau des embielages d'entraînement, qui, à mon goût, est quand même un peu trop fort et qui, paradoxalement, est un petit peu plus fort que ce que fait Rocco, puisque Rocco prévoit ses locomotives à vapeur sur du 485 mm, ce qui, à mon sens, est déjà beaucoup trop court, hein, mais bon, c'est un peu plus raisonnable et ça permet d'éviter le débattement. Alors là, maintenant, on va passer sur le banc à rouleau, puisqu'on va commencer le rodage, 30 minutes à l'avant, 30 minutes à l'arrière.
À la différence, et là, je fais une petite précision. Avec les locomotives Roco, je faisais un rodage à 100% de la vitesse moteur. Là, on est sur des moteurs Maxon, de type Maxon, donc c'est des moteurs à rotor sans fer. Le rodage ne se fait pas à 100% de la vitesse du moteur, il se fait à environ 40%. Donc, ce n'est pas un rodage à vitesse maximale, c'est un rodage à, en gros, un bon tiers de la vitesse maximum. Et donc, il y a une façon de roder qui est un petit peu différente par rapport au rodage que j'ai l'habitude de faire avec les Roco, parce qu'on est sur un moteur à rotor sans fer, on n'est pas sur un moteur à balai électrique classique, et donc, par conséquent, il ne faut pas trop stresser le moteur et simplement lui permettre de tourner et de faire, de créer en fait les jeux normaux, les jeux mécaniques normaux dans le réducteur et la répartition de la lubrification. Et par conséquent, ça se fait à vitesse à peu près 40% du régime moteur maximal, à vitesse maximale. Voilà, ça permet aussi de permettre, c'est un peu con ce que je viens de dire, mais ça permet surtout de faire en sorte que l'ensemble des éléments, après avoir été transportés dans une boîte, se mettent en place correctement et de vérifier s'il n'y a pas des problèmes de concentricité des roues, de voilage, etc. Donc pour ça, on n'a pas besoin d'être en vitesse maximale. Voilà. Cette locomotive est quand même magnifique, hein. Moi, je trouve qu'elle a un rendu. Alors là, je commence à démarrer un petit peu pour voir comment je vais réussir à... Alors, elle tourne bien. Alors, évidemment, là, pour l'instant, je réenregistre, en fait, les commentaires que j'avais fait à ce moment-là. Je n'ai pas encore mis le son de la locomotive. Je le mettrai en circulation sur le réseau parce que Trix a, je sais pas, ils doivent avoir des bouchons de cérumen dans leurs oreilles. Ils ont réglé le son de façon tellement fort que quand j'ai mis le décibelmètre à côté de la locomotive, j'avais un bruit qui frôlait les 88 décibels et j'ai eu un peu mal aux oreilles, je vous le cacherai pas. Donc du coup, je vous ferai écouter le son une fois que j'aurai réglé les CV, que j'aurai réduit la valeur de la CV63 qui règle le son global de la locomotive vers un niveau qui soit quand même un peu plus acceptable. Parce que là, c'est tellement fort que je ne peux même pas apprécier la bande-son du système Compound. Il semblerait en plus que les équipes de Marklin aient capté le son de la 241A65. Donc on a un vrai son Compound. Et du coup, j'aimerais bien savoir si le son est qualitatif. Mais bon, là, c'est vraiment assourdissant. Et donc, du coup, je l'ai très, très rapidement coupé. Et il faut que je la passe sur la voie de programmation en attendant le Taki Bench pour venir faire quelques réglages complémentaires. Parce qu'en mode DCC, là, le son est vraiment trop, trop fort. Donc là, je commence, vous voyez, à faire le rodage. Donc là, je suis à peu près à un tiers de la vitesse maximale. Je vais monter petit à petit jusqu'au cran 55 à peu près pour voir un petit peu la cinématique se mettre en route. Elle se dandine un petit peu au début. Ça, c'est essentiellement dû au choix de Marklin et de Trix d'avoir mis le moteur dans le foyer de la locomotive. Hein, moi, je suis pas du tout partisan de ce choix technique, parce que du coup, l'essieu qui entraîne, qui est réellement l'essieu moteur, c'est le dernier essieu du groupe. Et donc, du coup, c'est lui qui va entraîner les autres essieux par sa bielle. Et donc, c'est l'ensemble des essieux d'accouplement qui sont entraînés par le dernier essieu moteur, alors que normalement, sur ce genre de locomotive, c'est le deuxième essieu en partant de l'avant, c'est-à-dire là où il y a l'excentrique coudé,
qui transmet à l'ensemble des roues qui sont associées les unes aux autres par les bielles d'entraînement. Et donc, du coup, ça fait, notamment à basse vitesse, un effet visuel qui n'est pas très agréable, je trouve, et pas très réaliste, où c'est la bielle d'entraînement arrière qui pousse les autres bielles avant que le mouvement s'auto-entraîne. Et donc, on a, à cause du débattement du troisième essieu, l'impression que les bielles d'entraînement, au lieu d'être parfaitement rectilignes, prennent un angle qui n'est pas des plus heureux. Alors là, je testais un petit peu les fonctions. C'est assez marrant d'ailleurs parce qu'ils ont prévu dans les fonctions que la loupiote en bas à gauche puisse se désactiver par rapport à la loupiote qui est sur la boîte à fumer. Voilà, et donc c'est vrai que c'est assez marrant au niveau des fonctions qu'ils ont choisies. C'est pareil, elle est dotée d'un fumigène. Je n'ai pas utilisé le fumigène. Parce que là, pour l'instant, en phase d'essai, c'est pas, à mon sens, intéressant en plus de venir mettre du fumigène au moment où on est en train de tester l'embiellage. Là, ce qui est très intéressant quand on regarde la cinématique d'embiellage, c'est que c'est très fin, c'est très beau. À part cette petite remarque que je pouvais faire sur le phénomène d'entraînement par l'arrière, on a toute une transparence, et ça, c'est vraiment magique. C'est-à-dire qu'à travers les rayons des essieux, on a aussi la transparence du châssis qui est derrière, et c'est vraiment très impressionnant. Moi, c'est quelque chose que j'avais pas ressenti autant sur la 141F de RE que Dominique m'a gentiment passé pour que je puisse faire un peu le bêta-test de cette locomotive en situation réelle de déplacement. Et dans les prochains jours, vous allez avoir la vidéo qui célébrera les 10 km parcourus par cette locomotive. Mais donc, du coup, c'est vrai qu'il y a des aspects de positionnement qui sont très très flatteur avec cette locomotive, et je dois dire que la 241A, la série 13, est vraiment une très belle machine. Les boudins des essieux moteurs sont très fins. Mon seul regret, c'est peut-être qu'ils ont forcé un peu sur les boudins du bogie avant. Mais bon, ça peut s'expliquer par le fait que le bogie a besoin d'être accompagné. Donc du coup, c'est vrai que sur le code 75, notamment la voie PECO à travers ce bibloc, parce que j'en ai quelques portions, notamment dans la rampe sud, bah là, ça fait un bruit de casserole parce que bah, les boudins des roues du bicelle sont en M311 et pas en norme fine, c'est-à-dire en 311.1, et voire même sont légèrement surexagérés, donc on a quasiment, je pense, 1,2 mm de boudin, ce qui est absolument abusé, quoi. Je veux dire, ils auraient pu quand même baisser un tout petit peu. Donc ça, c'est le seul bémol que je pourrais avoir en ce qui concerne les essieux du bicelle avant. Après, toute la distribution Valchart est vraiment très convaincante. On voit bien là, du coup, l'angle légèrement positif du bloc moteur avec les cylindres et les contre-biellettes, etc. L'excentrique est relativement, donc la biellette d'excentrique là qu'on voit est relativement fine, hein. Moi je suis agréablement surpris. Mais là vous voyez par exemple l'essieu se balade pas mal, en tout cas sur le banc. Alors il faut savoir que le banc que j'utilise, c'est une chinoiserie, hein. Alors j'ai beau l'avoir acheté chez le frère de Marion Zeller, c'est quand même un peu de la camelote, hein. Ça ne remplacera pas un vrai banc à rouleau sur roulement. Donc là, bon, il y a un peu une déception par rapport au banc qui ne maintient pas bien les roues.
et qui donne l'impression que la roue est voilée, ce qui n'est pas le cas, hein. Mais c'est du coup assez visible sur la vidéo. On a un peu cette impression de roue voilée, mais là j'ai vérifié, elle ne l'est pas. Par contre, elle a un débattement au niveau de son excentrique et au niveau du troisième essieu qui justement permet de pouvoir passer en courbe beaucoup trop serrée à mon goût. Sur Wüstenheim, j'ai rien qui descend en dessous du 640, donc voilà. Donc, globalement, je suis très satisfait. J'ai néanmoins un petit regret sur certains accastillages qui sont un peu trop dorés à mon goût et qui devraient être un peu plus cuivrés ou en laiton. Et c'est vrai que c'est toujours un petit peu difficile de représenter le laiton et le cuivre en modélisme à l'échelle à chaud. Mais je trouve que leur peinture a un peu trop de pigmentation métallique, ce qui donne un effet un peu trop gold, un peu trop or, alors que vous voyez par exemple la teinte générale est assez sympathique parce que les rouleaux du banc sont en laiton, mais quand on regarde un petit peu de plus près et qu'on voit la lumière qui est captée, qui est renvoyée par ces accastillages, on est plus proche de l'or 12 carats que du laiton. Donc c'est un petit peu dommage, ça aurait mérité effectivement un travail un petit peu plus subtil de la peinture. Bon, c'est vraiment le seul petit défaut que je peux donner à cette locomotive, qui dans l'ensemble a une présence absolument majestueuse, et vous allez la voir ensuite après en circulation. Il y a vraiment un aspect général qui est très très bien rendu. Alors au départ, je voulais la faire circuler avec un convoi CIWL. Le seul convoi que j'ai à peu près de près, c'est le convoi de jour Flèche d'Or. Alors c'est un peu anachronique parce que normalement c'est plutôt les Edelweiss, etc. qui circulaient avec cette locomotive-là. Mais le problème, c'est que j'ai toujours ces problèmes systémiques d'élongation avec les voitures Rivard aussi. Il faut que je fasse, je pose des élongations. Donc du coup, la circulation se fera avec des UICY qui sont équipés de Ramp Perfect Coach, au lieu que ce soit fait avec les voitures CIWL. À noter que Trix va sortir un convoi vraiment adapté pour cette locomotive-là, que bien évidemment j'achèterai pour pouvoir avoir ce convoi complet de cette locomotive et de ce convoi dit Edelweiss, même si la composition est un petit peu curieuse, mais on aura l'occasion d'en parler quand on fera le test de ce convoi. Alors au départ, je voulais vous faire une vue de la circulation de la machine, mais j'ai été assez bavard et du coup, j'ai un peu explosé le budget temps. Du coup, ça va être dans une deuxième vidéo où je vais faire essentiellement de la circulation et vous montrer cette magnifique locomotive en circulation sur le réseau de Wüstenheim. Donc je m'excuse, j'aurai l'occasion dans la prochaine vidéo de vous montrer comment se comporte la locomotive. Ce que je peux vous en dire, c'est que c'est une très très belle tracteuse. Elle a un très très bon comportement dynamique sur le réseau de Wüstenheim. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Un grand merci à toutes les personnes qui se sont abonnées récemment. N'hésitez pas à poser des questions dans l'espace commentaire. Un grand merci à toutes les personnes aussi qui font des donations sur Tipeee, ici, là, pour le financement de la chaîne et pour le projet Nomade, surtout. Donc, vraiment, ça me fait très très plaisir. Un grand merci aussi à toutes les personnes qui se sont inscrites sur le Discord de Mue Junction. On passe de très très bons moments et vous pouvez ainsi suivre l'avancée des travaux de Mue Junction. Et puis moi je vous dis à très bientôt pour deux vidéos, celle qui va concerner la circulation de la 141F qui a dépassé les 10 km et la deuxième partie de cette vidéo sur la circulation de la 241A004 de chez Trix, référence 25241. D'ici là, je vous souhaite à toutes et à tous un agréable moment et n'oubliez pas, faites du train si vous en avez l'occasion. Ciao.